7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Didier Maisto, c'est à vous. Bonjour à tous. Et dans Frank Barnes, il y a un peu de Baudelaire et d'Apollinaire aussi, parce qu'il faut quand même savourer l'incroyable talent de ce texte, ces paroles vraiment absolument magnifiques qui, moi, m'ont complètement ému en cette matinée. Voilà. Alors, ce qui m'a ému aussi, c'est l'histoire de Thierry Breton et d'Athos. Athos, vous savez, les mousquetaires, Athos, tous pour un pour tous pour lui, comme disait Coluche. En réalité, moi, ça fait plusieurs années, vous en êtes témoin, que je parle de cette société. Je dis on va aller au bout de la logique. Cette société va se retrouver exsangue et qu'on va être face à un mur de dette, comme je l'avais dit d'ailleurs pour SFR devant le CSA il y a quelques années. J'avais dit le mur de la dette sera en 2024-2025 et voilà ce qui arrive. En fait, il suffit pas on n'a pas comme Balzac le don de seconde vue. On met ses petites lunettes, on regarde et on voit ce qui va arriver. On voit ce que dégage une société. On voit les investissements qui sont faits, les marchés, et puis on voit qu'au bout d'un moment, quand vous êtes endetté, surendetté, vous ne pouvez plus rembourser. Monsieur Breton a été nommé à la tête d'Athos de 2009 à 2019. Je vais faire très court. Il a raté tous les virages stratégiques, notamment l'outsourcing et le cloud computing, comme ont pu le faire les GAFA notamment. Et ça a explosé pendant le Covid-19. Lui, il a géré son vieux parc de machines obsolètes. Il a perdu ses marchés, il a vidé la boîte de sa substance. Il a fait des achats mirobolants, c'est-à-dire comme il voulait être un patron qui compte, il a acheté des sociétés qui n'entraient pas en synergie avec Athos, qui ne faisaient pas les mêmes métiers, qui étaient vraiment pas... les gens parfois étaient contents de s'en débarrasser, qu'il a payé très cher, et donc il a vidé là aussi le cash et il a endetté la boîte pour 1000 ans, quoi. Voilà. Ce monsieur s'est quand même payé très largement. Je rappelle qu'il s'était fait augmenter, qu'il prenait 3 millions de dividendes par an, 40 millions d'euros quand il a vu que ça sentait le roussi, il a vendu ses actions, il s'est tiré, il s'est fait nommer à la Commission européenne et il avait négocié une retraite chapeau de 711 000 euros par an, soit 52 000 euros par mois. C'est pas un cas isolé. On a vu le Crédit Lyonnais, on a vu aujourd'hui Athos, hier Thomson et Bull, était dirigé, par qui ? Par M. Breton, déjà, à l'époque. Et ça, c'est le capitalisme de connivence à la française. C'est-à-dire tous nos fleurons français, l'excellence de nos ingénieurs, l'excellence de notre technologie. On prend des gens, des politiciens qui n'ont jamais créé la moindre entreprise, qui n'ont aucune notion d'économie, qui ne savent pas parfois calculer un hectare, et qui font des catastrophes. Et quand ils ont fait une catastrophe, on les nomme à un poste encore plus important, ils refont une plus grosse catastrophe. Et après, comme ce sont des entreprises stratégiques, que se passe-t-il ? On appelle les Français, on leur fait les poches, on dit, et monsieur le maire dit « Oh, mais moi, je ne laisserai pas partir ce fleuron français. » Un vrai scandale. Je rappelle, et j'en finis là-dessus, qu'Athos, les JO, toute la sécurisation des JO en matière informatique, etc. Mais c'est aussi l'informatique de nos centrales du nucléaire, de nos armées, de la SNCF, de l'INKI, etc., etc. Une belle et triste et sempiternelle histoire française. Merci beaucoup Didier Maisto. Tout de suite, notre vue de haut. Vue de haut. La campagne des Européennes est donc lancée. Nous en parlions tout à l'heure avec Philippe Vardon, co-directeur de la campagne de Marion Maréchal. Et cette année, les têtes de liste nous donneraient presque le tournis. Je pense aux électeurs de droite qui, c'est le moins qu'on puisse dire, auront cette année l'embarras du choix entre 3 personnalités d'envergure. Marion Maréchal donc pour Reconquête, François-Xavier Bellamy pour les Républicains et Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Qu'est-ce qui les différencie vraiment et à l'heure du bilan, que retenir de celui des députés européens du Rassemblement national par exemple ? Eh bien, on en parle ce matin avec Philippe Olivier. Bonjour. Bonjour. Et notre journaliste partenaire Didier Maisto. Rebonjour. Rebonjour. Alors Philippe Olivier, vous êtes député européen du Rassemblement national et proche conseiller de Marine Le Pen. Et pour amorcer notre entretien, je vais vous poser la question franchement, aujourd'hui concrètement, pour un électeur de droite, quelle est la différence entre une liste et un projet mené par Jordan Bardella et une liste menée par Marion Maréchal ? Il y a une liste qui va l'emporter et une liste qui, à
il y a tout lieu de penser qu'elle aura du mal à faire 5%. Donc je pense, en fait, pour être très honnête, que l'état du pays justifie que l'on mette toutes les énergies à le sauver, à le redresser. Et donc, il ne faut pas disperser ses voix dans des votes qui peuvent apparaître comme ça, des votes de témoignage, mais qui n'ont pas de puissance. Il faut voter pour la puissance politique. Et la puissance politique, c'est le mouvement qui a toutes les chances de l'emporter. Qu'est-ce qui les oppose fondamentalement ? Écoutez, il y a pas mal de choses quand même. Sur le plan économique, lorsque M. Zemmour nous dit que la réforme des retraites de Macron, c'est sa réforme, moi, ça me pose un problème parce que je pense qu'on ne peut pas avoir deux France, une France qui va bien et puis une France qui va mal et qu'on abandonne. Donc je pense que quand on a une vision nationale, on a une vision de cohésion nationale et donc on a une vision sociale. Le deuxième point, c'est la vision sur l'identité, et je pense que là, pour le coup, Zemmour est un peu excessif. Pour le dire clair, parce que moi je suis un ancien du Front National, il nous ramène aux années 80 du Front National. Mais on a évolué, on a changé, on s'est, je pense, beaucoup frotté à la réalité, et que si on a envie de faire triompher nos idées, il faut les faire évoluer un petit peu. Monsieur Zemmour reste dans une vision extrêmement clivante, quelquefois provocante, et tout ça est inutile, tout ça fait perdre. Donc je pense qu'il faut absolument que l'on ait une vision à la fois pragmatique et réaliste de ce qu'est la politique. Donc vous n'avez pas du tout envisagé une alliance partisane, une liste commune, une union des droites ? Le problème, si vous voulez, c'est que quand vous avez Reconquête qui a le projet économique et social de M. Macron, nous, ça nous pose un problème. Lorsqu'il y a des dérapages qui sont faits, alors je vais pas les rappeler, moi je suis pas le procureur, mais ça ne nous va pas. Moi je n'ai pas envie de revenir dans les mauvaises phrases que l'on a connues, dans les dérapages, etc. Je n'ai pas envie de revenir à cette époque-là. Je crois que tout ça nous a coûté beaucoup, ça nous a amené à la marginalisation politique. Moi je souhaite que notre famille politique fasse preuve de réalisme, parce que l'enjeu, c'est pas tellement nos partis politiques, c'est pas ça qui est important, mais l'enjeu, c'est la France. Alors, avant de passer la parole à Didier Maistre, je voudrais vous faire écouter cette déclaration de Nicolas Bay et vous faire réagir ensuite si vous le voulez bien. Écoutez. À Strasbourg aujourd'hui, nous venons de tenir une conférence de presse avec Nicolas Procaccini, qui est le coprésident du groupe ECR, les réformistes et conservateurs européens. Était présente également Marion Maréchal, et nous avons annoncé donc l'intégration de Reconquête au sein de ECR. Et donc moi, en tant que député européen, j'intègre dès aujourd'hui le groupe ECR. Ça montre que Reconquête a des alliés européens, que nous nous inscrivons dans une large alliance des patriotes et des conservateurs à l'échelle continentale. Et notre objectif, évidemment, dans la prochaine mandature, c'est que ce groupe ECR soit encore plus important sur le plan numérique, qu'il renforce également son poids sur le plan politique. Il est déjà composé de partis qui sont au pouvoir en Italie, bien sûr, avec Fratelli d'Italia, qui sont au pouvoir en République tchèque, également dans le cadre de coalitions des droites en Suède et en Finlande. Et il va continuer de s'ouvrir à d'autres forces patriotiques. Et le but, évidemment, c'est de changer le centre de gravité du Parlement européen, de faire en sorte qu'on en finisse avec cette espèce de bloc majoritaire composé de la vraie gauche, de la fausse droite, des macronistes, qui s'unissent dans le dos des peuples et contre nos intérêts vitaux. Si demain on parvient à une coalition des droites à Strasbourg, et que cette coalition des droites est ensuite relayée au sein du Conseil par nos amis qui sont au pouvoir dans leur pays, à la tête des gouvernements, on peut infléchir réellement les politiques qui sont menées. Donc c'est évidemment un enjeu majeur, et l'enjeu pour les élections européennes du 9 juin, c'est d'avoir des élus Reconquête, des élus qui sont expérimentés, chevronnés, et qui sauront se mettre immédiatement au travail, qui pourront siéger dans un groupe qui compte et qui pèse. C'est évidemment plus utile que d'avoir des élus même plus nombreux, mais qui n'ont pas forcément toutes les compétences, et qui sont dans un groupe marginalisé et sans influence. Donc ceux qui nous expliquent qu'il y a l'enjeu des européennes, ce serait de savoir qui arrive en tête entre la liste du RN et celle de Macron, en réalité se moque des Français. Le vrai enjeu des élections européennes, c'est d'avoir des élus qui sont susceptibles de peser dans des groupes qui eux-mêmes pèsent. Philippe Olivier, est-ce que le groupe ECR pèse ? Est-ce que l'entrée de Reconquête dans ce groupe est un atout majeur pour eux ou pas du tout ? Non, c'est un non-événement. Moi, je veux bien que
on essaye de faire de la mousse avec très peu de lessive, mais l'adhésion d'un député non inscrit à un groupe, tout ça ressemble à du tripatouillage un peu politique, ça n'a aucun sens, et je pense que personne d'ailleurs ne donne le moindre crédit à tout ça. La réalité, c'est que si on prend ECR, et je ne voudrais pas être polémique, mais quand on prend le groupe ECR, c'est le groupe qui a voté pour Madame von der Leyen. C'est le groupe qui prône l'élargissement de l'UE aux Balkans et à l'Ukraine. Et en pleine période de conflit agricole, l'adhésion de l'Ukraine, ça veut dire la ruine des agriculteurs. L'ECR, auquel adhère Reconquête, c'est le pays c'est le groupe qui est d'accord pour le pacte des migrations, c'est-à-dire l'entrée de 70 millions de migrants. Et d'ailleurs, c'est le groupe de Madame Meloni qui s'apprête à régulariser 450 000 migrants et qui a fait un appel à l'immigration. Et puis c'est enfin le groupe qui est pour les traités de libre-échange. Donc moi je pense qu'il y a là une très grande incohérence de la part de Reconquête. Nous sommes dans un groupe qui est absolument, je pense, irréprochable dans ses votes, qui est extrêmement solide, qui va d'ailleurs connaître une progression, je crois, très très importante et qui va peser dans l'avenir. Moi je dis aux gens qui nous écoutent, ne dispersez pas vos voix. Il y a des gens qui essayent d'exister. Je crois qu'il y a dans leur comportement, pour essayer d'exister, beaucoup d'incohérences. Didier Maisto. Oui, vous avez finalement lissé votre image. Vous le dites vous-même, vous avez adapté votre programme, mais aussi votre comportement aux attentes des Français. Et d'ailleurs, un sondage qui a été dévoilé hier par l'IFOP et Valeurs Actuelles donne Marine Le Pen, ça n'a pas beaucoup de sens à 3 ans d'une élection, mais en tout cas, vainqueur dans un cas contre Gabriel Attal, contre Gabriel Attal au deuxième tour de l'élection présidentielle. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est surtout le premier tour qui est important, puisqu'on voit que 36% des Français sont prêts à voter pour Marine Le Pen et le Rassemblement national. Il faut remonter sans doute, à Mitterrand pour avoir un tel score de premier tour. Est-ce que justement cela est dû au fait que vous avez des propositions peut-être plus en accord avec les attentes des Français, premièrement. Deuxièmement, parce que les Français n'ont jamais essayé le Rassemblement national. On entend ça de plus en plus souvent. On a essayé tout le monde. On n'a pas essayé le Rassemblement national. De toute façon, ça peut pas être pire. Et troisième question qui est directement reliée aux autres, puisque vous parlez justement de ces groupes européens, le fait de comme ça lisser un peu son image et d'être plus en accord au niveau national avec les attentes, si vous le faites au niveau européen, parce que par exemple vous ne prenez plus la sortie de l'Union européenne, est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui, avec les traités de libre-échange, avec la puissance qu'a pris la Commission européenne, par l'entremise notamment d'Ursula von der Leyen, est-ce qu'il est possible de la changer, cette Europe, de l'intérieur, ou est-ce que de toute façon c'est un vœu pieux parce qu'elle suit son propre agenda? Alors il y a énormément de questions. Je vais répondre tout de suite à la dernière, parce que c'est un sujet qui est vraiment important. Le Frexit ou pas le Frexit? Écoutez, c'est pas quand on est en train de gagner la partie qu'on quitte la partie. Avant, nous étions évidemment pour une rupture avec l'Union européenne. À partir du moment où il apparaît qu'un certain nombre de pays se dressent contre l'Union européenne, à commencer par la Hongrie. Mais autour de la Hongrie, il y a les pays du Visegrad. Et quand on regarde les pays qui sont soit en dissidence directe, frontale, presque en sécession, ou les pays qui sont critiques, on a à peu près une quinzaine de pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain Marine Le Pen arrive à la tête du pays, eh bien, nous prendrions la tête en Europe d'une quinzaine de pays qui seraient pour une réforme de l'Union européenne. Donc, vous voyez que la France retrouverait un rôle qui serait très important en Europe. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas quitter une partie quand on est en train de la gagner. Donc, sur le Frexit, je crois qu'on a bien fait d'infléchir notre position parce que c'est une position qui est conquérante, c'est une position qui est réaliste. Et je dirais que les prochaines élections risquent de voir apparaître non pas forcément un changement global de majorité,
mais en tout cas des majorités de circonstances. Moi, quand j'ai été élu en 2019, il y avait des majorités de 500 contre 200, 500 députés contre 200. Il y a un certain nombre de textes, notamment tous les textes sur la décroissance agricole, qui sont passés à de très très courtes majorités. On a eu 360 voix contre 340. Donc vous voyez bien que même dans la configuration actuelle, la situation est de moins en moins favorable pour l'Union européenne de Madame von der Leyen. Donc moi, je pense que nous pouvons inverser énormément les choses. D'abord parce qu'il y aura l'émergence d'un très fort courant national en Europe, qui est très très puissant et qui est un mouvement continental. Et puis il y aura certainement une droitisation du PPE qui fera qu'il pourra y avoir peut-être des majorités de circonstances. Maintenant, s'agissant de notre stratégie, nous avons une stratégie qui est une stratégie qui est avant tout patriote. Nous, ce que nous voulons, nous ne nous battons pas pour nous. Nous n'avons d'ambition que pour notre pays. Nous pensons que pour convaincre, c'est pas la peine de hurler, c'est pas la peine de s'agiter. Il faut essayer de convaincre le maximum d'électeurs. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous adressons pas simplement à la droite, mais à tous les Français. Nous ne voulons pas l'union de la droite, mais l'union de tous les Français. Quand il y a un péril grave dans une nation, il faut appeler tous les patriotes, qu'ils soient de droite ou de gauche, dans le combat pour le redressement national. Nous, ce qui nous embête dans certaines stratégies, c'est la volonté de sauver la droite. Nous, on veut pas sauver la droite, on veut sauver la France. Et donc, on est dans une logique qui est une logique d'ouverture et de rassemblement. C'est pour ça qu'on est passé d'ailleurs de front à rassemblement. Front, c'était quelque chose de très combatif. Le rassemblement, c'est l'ouverture, l'accueil d'autres forces politiques et d'autres électeurs pour engager le redressement. Donc vous voyez, on a une logique qui est, je crois, à la fois extrêmement solide d'un point de vue idéologique et politique, et en même temps très réaliste, qui fait avec la situation telle qu'elle existe et pas telle qu'elle voudrait qu'on soit. Alors, je vous rappelle juste qu'on aura un bulletin d'actualité dans 3 minutes, mais d'abord, Philippe Olivier, les agriculteurs ont manifesté leur colère, leur désarroi, leur méfiance aussi à l'égard du Parlement européen. Vous avez soutenu ce mouvement, mais pour autant, vous sentez-vous impuissant en tant que député européen dans une Europe qui mène une politique agricole dévastatrice? Alors moi, j'ai été de ceux qui, il y a 2 ans et demi, ont été manifestés aux côtés des farmers hollandais. C'était sur les tracteurs avec les farmers hollandais. Ah oui. Donc mon engagement aux côtés du mouvement paysan toute l'Europe n'est pas récent. Alors les farmers hollandais ont balayé la vie politique hollandaise. Et quand on voit que le mouvement qui a commencé en Hollande s'est étendu en Allemagne, puis en Belgique, puis en Roumanie, puis touche la France aujourd'hui, il commence en Italie, on le voit apparaître en Espagne, on se rend compte que c'est un mouvement européen. Et que moi je pressens qu'il y a là presque un nouveau clivage entre d'un côté les décroissantistes, cette écologie wokiste qui voudrait que l'homme se retire parce qu'il est un oppresseur de la nature, et de l'autre côté les partisans d'une vraie Europe, une Europe de la puissance, une Europe de la science, une Europe qui est conquérante. Donc je crois qu'il y a là un vrai clivage qui est en train de se faire. Et je pense que ça va tout emporter. Comment avez-vous appréhendé justement les mesures annoncées par Gabriel Attal et le fait que le mouvement, du coup, se soit un petit peu amoindri ces derniers jours? Qu'est-ce qui caractérise un escroc? Un escroc, c'est quelqu'un qui essaie de gagner du temps. Oui, j'ai envoyé le fait qu'on va regarder le problème. Bon, l'escroc, il essaie de gagner du temps. Le gouvernement est dans cette posture-là. Il a 2 échéances. La première échéance immédiate, c'est le salon de l'agriculture, parce qu'ils ont même physiquement peur d'aller se confronter aux agriculteurs. Et puis la deuxième échéance qu'ils voudraient essayer de passer, c'est le 9 juin, c'est-à-dire l'élection européenne, en se disant on va leur raconter des salades, et comme ça, le 10 juin, on pourra reprendre nos activités normales. Bon, je crois que les agriculteurs ne sont pas dupes, ce sont des gens extrêmement sensés, extrêmement déterminés, et que les petites annonces de Gabriel Attal ne changeront rien à leur vision des choses. J'ajoute que, conformément à la stratégie du gouvernement,
On fait des promesses ou on prend des mesures et on sait qu'il y aura une autorité pour tout détricoter. Et l'exemple type, c'est l'exemple de la loi sur l'immigration. On prend une loi sur l'immigration et on sait que le Conseil constitutionnel va tout détricoter. Dans le cas de l'Europe, c'est la même chose. On promet un certain nombre de choses et on sait que l'Union européenne va tout détricoter. Donc on n'est pas très inquiet finalement. Ce qu'on dit n'a aucune importance. Mais tout cela, c'est un peu d'agitation. Le grand mouvement des agriculteurs, il est européen. C'est une vague qui est en train d'arriver. Et je pense qu'ils n'arrêteront pas la vague avec les bras. On va peut-être... on va passer tout de suite au bulletin d'actualité. Il est quasiment 9h et puis on poursuivra cette vue de haut dans un instant. Le bulletin d'actualité présenté par Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Philippe Olivier, comment appréhendez-vous, je vous pose la question directe, le duel Attal-Bardella ? Écoutez, je pense que ça amuse un peu les commentateurs parce qu'on s'est dit il y a deux jeunes et on va les mettre en compétition. Alors déjà une analyse de fond. Le Rassemblement national a toujours mis en avant des jeunes. Moi je me souviens, et avant lui le Front national d'ailleurs, moi je me souviens que Jean-Marie Le Pen avait nommé Karl Lang qui avait 32 ans secrétaire général. Donc c'est pas une histoire très nouvelle le fait de mettre en avant des jeunes. Donc Marine a choisi et le bureau exécutif ont choisi de mettre en avant Jordan Bardella qui se développe, qui évidemment prend une place dans la vie politique. Et en réalité, la nomination d'Attal est une sorte d'hommage au talent de Jordan Bardella. En gros, je pense que le Rassemblement national a changé un peu la politique. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais militant politique et si quand vous aviez 20 ans, 30 ans ou même 40 ans, vous n'aviez aucune chance d'aller nulle part. Parce que finalement, dans le système politique, si vous n'aviez pas 55 ans, c'était même pas la peine de prétendre. Aujourd'hui, à quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous, on fait des généraux à 23 ans. Et donc, en fait, les autres sont obligés de se caler sur cette nouvelle vision de la politique. Et alors, c'est tout à fait justifié parce que, compte tenu des avancées technologiques, compte tenu des enjeux, etc., je pense que c'est tout à fait légitime d'associer tous les jeunes à la vie politique. Un pays qui n'associe à la politique que les personnes retraitées, si vous voulez, c'est un pays qui se condamne à être dans le passé. Nous, on essaye non pas de faire ressurgir le passé, mais de concevoir l'avenir. Et c'est tout à fait la logique qui est la nôtre quand on soutient des gens jeunes et évidemment la candidature de Jordan Bardella. Donc je pense qu'on a changé la vie politique, on va continuer à le faire. Maintenant, Attal n'est rien, si vous voulez. Un Premier ministre sous la Ve République, version quinquennat, c'est pas grand-chose, mais sous Macron, c'est un courant d'air. Donc dans 6 mois, on parlera plus de M. Attal. Alors c'est un hymne à la jeunesse et en même temps, Marine Le Pen, a priori, se représente malgré tout en 2027 à l'élection présidentielle. Quand dans les sondages, vous êtes donné gagnante à l'élection présidentielle, eh bien, vous ne vous retirez pas. Marine Le Pen est quelqu'un qui est totalement installé dans la vie politique. Bon, de par la notoriété de son nom, de par son combat personnel, de par un certain nombre de qualités qu'elle a pu démontrer. Et par ailleurs, vous allez dire que l'élection présidentielle est une élection un peu particulière. C'est pas une élection simplement sur un projet politique. C'est aussi une personnalité, une puissance, une envie, une vision haute, une gravité du pouvoir, etc., etc. Je pense que toutes ces qualités, Marine les a. Didier Maistot. Oui, j'aimerais revenir un instant sur cette histoire d'agriculteurs. Vous n'avez pas eu le sentiment quand même que les agriculteurs ont été pris pour des idiots? Vous avez parlé du Premier ministre et du Président de la République, mais aussi par le président du premier syndicat agricole français, la FNSEA, qui a dit allez, on plie les jeunes agriculteurs aussi d'ailleurs, on plie les gaules, on a tout obtenu. Or, le système qui les conduit à leur perte n'a pas du tout changé, n'a pas été attaqué dans ses fondements. Donc il y a des mesures qui sont vraiment des mesures d'urgence avec des sommes
somme toute assez dérisoire. Ça fait moins de 1000 euros par exploitation. Hein. Est-ce que c'est pas les grands perdants de ce pas de deux Macron, Rousseau ou Attal-Rousseau? Non, mais bien évidemment, le système ne sait pas faire grand-chose, mais il sait se maintenir. Et donc, il a à sa disposition un certain nombre de chiens de berger qui essayent de maintenir le troupeau. Rousseau en fait partie. Rousseau n'est pas un agriculteur, c'est un industriel macroniste qui n'a rien à voir avec le monde agricole et qui défend ses propres intérêts et des intérêts bien supérieurs. Je pense que plus personne n'est dupe. Et aujourd'hui, il y a une crise au sein de la FNSEA. D'abord parce que Rousseau pose un problème majeur, c'est une erreur de casting évidente, et ensuite parce que la FNSEA a évidemment vendu la cause agricole pour un plat de lentilles. Donc je crois que, si vous voulez, l'histoire n'est pas du tout finie, et je pense qu'on est dans le basculement d'un certain nombre d'institutions qui visaient à maintenir en place le système. Je crois que la question agricole, la révolte agricole, est très profonde. Et quand on parle de révolte agricole, c'est peut-être une révolution agricole qui est en route sur le thème de la décroissance agricole, avec la révolte évidemment de la France rurale, mais même de l'Europe rurale. Hein, donc, mais justement, l'histoire n'est pas justement, est-ce que ça a encore du sens quand on est un pays comme la France, hein, qui était finalement le grenier de l'Europe, puisque on nourrissait pas mal de pays en Europe et ailleurs d'ailleurs. Est-ce que ça a du sens de rester encore dans la PAC quand on est la France? Je veux dire, 80% du territoire, pratiquement, c'est des forêts, ce sont des champs. On a une situation géographique exceptionnelle, un élevage, de l'arboriculture, de la culture, du vin. On pourrait vivre très largement en autarcie, avec moins d'intermédiaires, des agriculteurs qui seraient payés à leur juste mesure pour un travail normal, je dirais. Pourquoi être encore dans la PAC, qui est, soit dit en passant, l'organisation le système le plus corrompu au sein d'une Union européenne déjà et Commission européenne déjà largement corrompue. On ne va pas rentrer dans le détail de la PAC, mais tout est documenté, tout est public. Est-ce que c'est pas un non-sens aujourd'hui? Alors, je ne vais pas défendre l'Union européenne, évidemment, vous concevez aisément. La PAC a été pas mal réformée et elle s'est beaucoup nationalisée, c'est-à-dire que les critères d'attribution des subventions a beaucoup changé. Maintenant, je pense qu'un pays ne peut pas vivre dans l'autarcie. Quand on aime son pays, moi j'ai une vision conquérante de la France. Je n'ai pas envie qu'on vive dans une grotte à la bougie, en retournant à la civilisation du chasseur-cueilleur. Hein. Moi j'ai envie d'un pays qui soit puissant, qui vise la grandeur. Non, mais entre le chasseur-cueilleur et les poulets d'Ukraine, il y a peut-être entre les chasseurs-cueilleurs dans la grotte et les poulets d'Ukraine, il y a peut-être un chemin à trouver qui soit un peu plus équilibré, non, pour les agriculteurs? Non, mais les agriculteurs, si vous voulez, ils ont une vocation. D'abord, c'est de nourrir le pays, et ils le font formidablement bien. Et deux, c'est d'assurer la puissance et le rayonnement français. Et je pense que l'enjeu alimentaire dans un monde où la démographie explose, est majeur. D'ailleurs, les Chinois achètent des terres partout. Et donc, si vous voulez, le fait d'avoir une agriculture extrêmement puissante participe à la grandeur du pays. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision simplement autarcique. Il faut avoir une vision. Moi, j'ai une vision pour mon pays qui est la vision qui correspond à sa vocation historique, c'est-à-dire un grand pays industriel et agricole qui rayonne et qui, par ses productions, la qualité de ses productions, assure à son peuple une grande prospérité. Et voilà mon projet. C'est pas du tout de vivre en autarcie. Je crois qu'il faut essayer d'avoir une vision très ambitieuse pour notre pays. Notons quand même que dans cette vision ambitieuse, aujourd'hui, c'est vrai, la France reste la première puissance exportatrice en Europe, le premier pays, même si on dégringole et qu'on risque de perdre cette première place. Mais la question, c'est celle du revenu des agriculteurs, du partage des richesses, parce que nul ne conteste que l'agriculture doit être forte, puissante et conquérante. Le problème, c'est que tous ces intermédiaires, on ne va pas revenir sur les hypermarchés, les centrales d'achat, etc., qui font que Lactalis et compagnie, qu'à la fin, l'agriculteur,
on lui paye une poignée de figues, quelques centimes son litre de lait, 40 centimes, 38 centimes, 36 centimes, et le consommateur l'achète 1,40 € minimum quand c'est pas 2 €, quoi. C'est ça le problème aussi. Ça correspond tout à fait à notre vision. C'est pour ça que nous ne nous situons pas à droite, parce que, si vous voulez, il y a une grande partie de la droite qui correspond, qui pense qu'il faut laisser faire la main invisible du marché, et donc le poids des plus puissants. Nous, on croit au rôle régulateur de l'État. Alors pour autant, on n'est pas bolchevique, on n'est pas collectiviste, on n'est pas socialiste, on est colbertiste. On croit au rôle régulateur de l'État. Et c'est pour ça que je pense qu'on a une vision extrêmement équilibrée, c'est-à-dire que lorsque vous parlez des féodalités, la grande distribution, etc., nous sommes pour que l'État remette les choses en ordre et veille à ce qu'il y ait un juste équilibre entre les forces économiques. C'est son rôle et c'est, je crois, ce qui fait que nous avons une vision extrêmement équilibrée. Est-ce que vous diriez que c'est au-delà de la notion de vote utile, puisqu'évidemment les gens se disent maintenant il y a des chances, en tout cas pour mon parti, pour ces idées-là, d'arriver au pouvoir, donc je ne vais pas disperser mon vote et ma voix. Est-ce que vous pensez que cette question justement du libéralisme outrancier tel que défendu, d'ailleurs, tout le monde l'a découvert par Éric Zemmour au moment des retraites, mais aussi après, une vision très libérale de la société, le fait que le Rassemblement national soit pour un État finalement plus je dis pas interventionniste, mais plus protecteur, pour réguler le marché, pour pas que ce soit la jungle. Est-ce que ça vous a fait progresser dans l'esprit des Français, selon vous? Oui, je pense que c'est un juste équilibre. C'est-à-dire que les gens réclament et à juste titre, de la protection. Ils attendent de l'État de la protection. Une protection en matière identitaire et en matière économique et sociale. Si on se reporte sur la situation en Europe, on prend par exemple le PVV, le Parti de la Liberté de Geert Wilders, qui est notre allié. Il avait une vision extrêmement identitaire. Il était presque monomaniaque sur le thème non seulement de l'immigration, mais même de l'islam. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a plutôt regardé ce que faisait le Rassemblement national. Il a tempéré un peu son discours qui était un petit peu raide, disons ça comme ça, et il a adopté une vision plus sociale. Eh bien, il est aux portes du pouvoir. Parce que dans toute l'Europe, cette revendication de protection, qui est légitime parce qu'on attend d'un État la protection, eh bien, c'est, je pense, les deux thématiques qui convainquent les peuples et les opinions. Est-ce que vous comprenez qu'il y a encore une partie de la population, notamment à gauche, qui ait peur de vous et qui disent mais ça reste l'extrême droite, ça reste des démons, ne pactise pas avec eux, c'est le baiser de la mort, regardez comment le parti par qui il a été fondé. Est-ce que vous l'entendez ça encore, ou est-ce que vous balayez ça d'un revers de la main en disant tout ça est derrière nous? Non, moi je l'entends, je crois qu'il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça que on a évolué. Il y a beaucoup de gens qui ne sont contre nous et de bonne foi. Vous employez le terme, peut-être pas pour vous n'enchaînez pas forcément votre terme, mais les gens disent extrême droite. Et moi, je ne suis pas un peu plus que la droite. Je suis ailleurs que la droite. Je ne suis pas Monsieur Plus. Moi, c'est pas, entre la droite et moi, il n'y a pas une différence de degré. Il y a une différence. Il y a pas une différence de degré. Il y a une différence de nature. Moi, je ne suis pas un peu plus que la droite, je suis ailleurs. Moi, je considère qu'il y a la gauche, la droite et nous. Nous, tous les sujets qu'on aborde nous amènent à nous poser la question suivante. Une seule et même question. Quel est l'intérêt de la France? C'est pas quel est l'intérêt de l'économie, quel est l'intérêt de je ne sais pas quel groupe, je ne sais pas quelle communauté, etc. Quel est l'intérêt de la France? Et en fonction de ça, on répond. Donc, vous voyez, nous ne plaçons pas l'économie au centre de tout. Nous n'avons pas une vision qui est surréaliste. Nous avons une vision qui est naturelle. Et je pense que d'expliquer notre position et d'expliquer aux gens la réalité de ce que nous sommes est la clé pour pouvoir les convaincre. Philippe Ollivier, il nous reste 2 minutes. On a parlé des agriculteurs. Quels sont les enjeux de ces européennes? Sur quoi Jordan Bardella va-t-il mener sa campagne? Alors, il y avait 4 piliers dans le mandat de von der Leyen. Premier pilier, le pacte vert. On voit la révolte des agriculteurs.
c'est-à-dire la décroissance agricole et la décroissance énergétique et industrielle. Deuxième pilier, le pacte d'immigration. L'objectif de von der Leyen, c'est d'essayer de le passer avant la fin du mandat. Pour être clair et très direct, c'est 70 millions de migrants qui vont rentrer en Europe. Troisième pilier, c'est l'approfondissement, c'est-à-dire l'accaparement par l'Union européenne de toutes les compétences. Et on l'a vu, Macron qui dit qu'il va confier l'arme nucléaire française à l'Union européenne. C'est le rapport Verhofstadt qui nous dit qu'on va abandonner la règle de l'unanimité pour la majorité. Et donc, c'est la négation des nations. Et le dernier point, c'est l'élargissement. L'élargissement qui est évidemment une fuite en avant de l'empire Union européenne qui part à l'Ukraine, au Kosovo, etc., des pays improbables qui vont nous ruiner. Donc, en fait, ces 4 piliers sont en fait les 4 thématiques sur lesquelles il faut intervenir. Et je pense que ce seront les 4 thématiques de la campagne électorale et du mandat qui vient. Nous ne voulons pas l'union de la droite, mais l'union de tous les Français. Ce sont vos mots. Merci beaucoup, Philippe Ollivier. Je rappelle que vous êtes député européen du Rassemblement national et proche conseiller de Marine Le Pen. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci Didier Maïsto, que nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure.